Camerounais, chers compatriotes, malgré les défis de l'année qui s'achève, nous voici à nouveau au seuil d'une nouvelle année, 2021. Je viens à vous pour vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir et pour saisir l'occasion de réfléchir avec vous sur ce que l'avenir nous réserve, ainsi qu'à notre pays. Cela fait 4 ans que nous traversons une crise qui a totalement changé le visage de notre nation. Les termes catastrophe humanitaire, personnes déplacées en interne, orphelins et réfugiés ne sont plus que de réalité. Nous nous retrouvons avec des villages désertés et détruits, des chefferies sans chef, des écoles sans élèves. Nous nous sommes habitués aux meurtres, aux enlèvements, aux incendies criminels et à toutes sortes de désastres. Nous sommes habitués à voir des adolescents dans les rues la nuit et nous ne sommes plus choqués par le pic soudain des grossesses précoces. Nous devenons experts en maniement de mots haineux et en diabolisation de ceux qui cherchent à exprimer des idées qui pourraient être différentes des nôtres. Tout cela nous a engourdis dans un état de désespoir et d'acceptation de la dégradation progressive de ce qui devait relever de la simple décence. Il y a 59 ans, 2 territoires sont réunis. 2 territoires qui avaient été séparés et avaient hérité de 2 cultures différentes. Cette réunion ne visait pas un retour au passé, mais plutôt la création d'une entière entité nouvelle qui reconnaît ces 2 héritages distincts et qui exploite les atouts de chaque culture et les canalise vers une prospérité partagée pour tous les Camerounais. La tourmente actuelle est le prix à payer pour la mauvaise gestion de ce patrimoine qui avait positionné notre pays pourtant, avec la Tanzanie, comme les pionniers porteurs du rêve panafricain. Nous avons gaspillé tout ce capital et nous nous voyons noyés maintenant dans un fleuve fait de cupidité, de division, de corruption, de tromperie et de discrimination. Les citoyens ont maintenant complètement perdu toute confiance dans les institutions de notre pays. Il y a un processus de reproduction d'élite, car ceux qui occupent ces postes de direction s'assurent qu'ils font une place à leurs frères et sœurs et à leur progéniture. Les compétences et les talents ne sont plus reconnus. Les injustices engendrées par un système de retraite inéquitable et imprévisible ont fait que les citoyens vont à la retraite avec appréhension et découragement. En ce qui concerne les jeunes, les moins fortunés ne voient plus d'avenir dans leur propre pays et sont obligés de se lancer dans des aventures pour tenter d'émigrer afin de pouvoir rêver à nouveau. Les récits des épreuves, des tribulations de ceux qui les ont précédés et qui se sont noyés même en mer ont été réduits et qui ont été réduits, dois-je dire, en esclavage, ne les dissuadent pas du tout. Ils restent convaincus que leur patrie n'a pas d'avenir pour eux. Ce qui les prépare à accepter n'importe quelle incertitude, même au prix de leur vie. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a produit un pays politiquement, économiquement, socialement et même culturellement paralysé. Le climat politique général du pays est caractérisé
par une réelle résistance au changement. Pour certains, le changement a toujours consisté à manipuler les dispositions et les instruments juridiques pour obtenir les mêmes résultats au détriment de la population. Il semble y avoir une résistance permanente à un changement progressif et inclusif. Il reste un petit groupe de personnes totalement inconscientes du sort des générations futures qui, de la manière la plus pernicieuse, jouent avec l'avenir de ce pays bien-aimé pour lequel beaucoup pleurent aujourd'hui. Il faut permettre à la population de s'approprier le processus de reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y avait des quincailliers, des maçons, des plombiers, des charpentiers et d'autres personnes qui travaillaient dur dans ces villes et villages. Ils devraient être tous impliqués dans la reconstruction de leurs villes et villages. Les soi-disant super-entrepreneurs importés qui n'ont aucun lien avec ces villes et villages n'ont aucune incitation à assurer l'intégrité et promouvoir la transparence. Ils ne pourront pas être tenus responsables de la qualité des travaux effectués après leur départ. Nous allons entrer dans la nouvelle année après la tenue des élections régionales et entamer une nouvelle expérience appelée décentralisation, en appliquant les dispositions qui étaient déjà présentes dans la Constitution il y a 24 ans. Globalement, ces élections régionales ont produit des résultats qui sont à environ 84% en faveur du parti au pouvoir. De ce fait, la dynamique politique du système centralisé est transférée aux régions. Cela garantit que ce qui se passe dans les régions sera conforme aux souhaits des forces centrales. En outre, les présidents des régions devront faire face à des gouverneurs qui exercent toujours le même pouvoir qu'auparavant, à citer cette fois-ci les secrétaires généraux, eux nommés aussi par le pouvoir central. Il sera difficile que la dynamique régionale puisse influencer le cours des choses. Si ces élections avaient eu lieu dès l'adoption de la Constitution en 1996, le paysage politique aurait peut-être pu être bien différent de celui que nous avons aujourd'hui. À l'époque, de nombreux partis politiques contrôlaient la dynamique dans de nombreuses régions. Ces partis ont soit disparu ou sont aujourd'hui complètement affaiblis. Autant que je souhaite que l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui puisse être résolue par cette nouvelle aventure, autant je me trouve contraint de regarder la réalité en face. Notre système politique est par essence monolithique et résistant à toute forme de changement. Il est intolérant à l'égard des citoyens qui ont des opinions qui s'écartent de celles promues par le pouvoir en place. Je salue la création intervenue, enfin, d'une société nationale minière que j'appelais depuis plus de 5 ans. Il était difficile de comprendre qu'un secteur aussi important soit géré avec un processus opaque et corrompu. Néanmoins, je m'étonne qu'au moment où l'on parle de décentralisation, le siège de cette société soit installé ailleurs et non dans le principal centre minier de notre pays, qui est la région de l'Est. Nous devons faire attention à ne pas nous retrouver avec un système prétendument décentralisé qui en fait continue de fonctionner sous les dictats d'une administration centralisée. Le génie de chaque citoyen et la dynamique de la démocratie au niveau régional resteront étouffés par une administration qui a choisi de révertir les habits d'une force colonisatrice. Une administration doit être faite pour le peuple et par le peuple, et non pas par l'administration pour l'administration. Un système de gouvernance qui est accro au contrôle et complètement phobique à la transparence. Les forces de l'ordre, la fonction publique, le système judiciaire, le secteur privé
et même les organisations religieuses et la société civile sont tous dans un système instrumentalisé à des fins politiques. Notre pays a évolué depuis 1996. La démographie a changé. Les dynamiques qui déterminent la forme de l'État sont totalement différentes. Nous devons revenir à la case départ et avoir un dialogue global, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Un dialogue défini par les possibilités et non pas enchaîné par ce que nous croyons être impossible. Nous devons apprendre à créer des opportunités pour que tous les Camerounais puissent trouver une place et se sentir à leur place. Aujourd'hui, de nombreux Camerounais n'ont nulle part où aller. Nous vivons une crise d'injustice et chaque jour que nous nous abstenons d'y remédier, nous détruisons le rêve de beaucoup et nous leur volons même le droit de vivre. L'humanité, la justice, la dignité, l'équité, l'intégrité doivent être au cœur de toute action gouvernementale. Nous devons continuer à nous battre pour promouvoir un pays qui s'intéresse aux personnes et non à la politique. La politique a été utilisée comme une arme pour nous diviser et de tourner les Camerounais contre leurs propres frères et sœurs. Les étiquettes sont maintenant utilisées pour creuser davantage ces divisions. Nous devons nous souvenir de nombreuses personnes qui ont perdu leur vie cette année, sans que ce soit de leur faute, mais du fait de la brutalité de leurs propres frères et sœurs. Nous prions pour le repos paisible de leurs âmes et aussi pour ceux qui leur survivent dans l'impuissance et la détresse. Nous prions qu'ils tiennent bon. Les efforts que nous déployons pour l'avènement d'une société juste et équitable faciliteront certainement l'acceptation de ces pertes. Cette année, notre pays et le reste du monde ont été touchés par la pandémie de la COVID-19. Nous sommes heureux que les effets n'aient pas été aussi catastrophiques que ce que l'on croyait ici au Cameroun. Nous devons cependant rester vigilants et suivre les directives des autorités sanitaires, car nous sommes menacés par une deuxième vague d'infection. Alors que nous abordons la question de l'utilisation d'un vaccin, nous devrions nous assurer que nos scientifiques prennent le leadership dans l'orientation de la politique qui protégera et préservera la vie des Camerounais. Nous devons maintenant mettre un terme définitif au débat éternel sur la double nationalité. Pour ma part, je n'ai jamais acquis ni sollicité aucune autre nationalité. Une fois les Camerounais, on les demeure pour toujours, sans égard à toute autre nationalité acquise. Néanmoins, nous devons maintenant mettre un terme définitif au débat éternel sur la double nationalité. Une fois les Camerounais, on les demeure pour toujours, sans égard à toute autre nationalité acquise. Pour ma part, je n'ai jamais acquis ni sollicité aucune autre nationalité. Cependant, je crois fermement que rien ne saurait justifier le fait de rendre l'accès à notre pays difficile pour certains de ses filles et fils sur la simple base de la couleur du passeport qui les témoigne. Nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple épris de paix et tolérant. Tout ce dont nous avons besoin est la justice, l'amour, l'équité, le respect de nos différentes identités et l'exploitation de nos ressources du pays au profit de tous citoyens. Dans notre quête pour le développement, nous devons nous efforcer d'avoir un ancrage moral. Alors, que 2021 soit l'année où nous répondrons à l'appel de la raison,
et où nous nous rassemblerons dans ce grand dialogue inclusif qui a encore la chance pour permettre à cette nation de guérir. Pour reprendre l'idée de Winston Churchill, je conclue en disant que nous avons épuisé toutes les autres possibilités et que nous devons maintenant faire ce qu'il faut. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse notre pays. Bonne et heureuse année à tous.